Y todas, bienvenidos. Un gusto saludarles desde la sede. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir que d'être ici. Je vous salue à partir d'ici, de l'OPS, le jeudi 20 avril 2023. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la question de la vaccination dans la région des Amériques avant la semaine de la vaccination qui commence cette semaine dans la région. Cette semaine de vaccination est une des initiatives les plus importantes de l'OPS pour que les vaccins puissent arriver jusqu'à la population. Nous allons passer maintenant à la séance d'aujourd'hui. Nous avons l'interprétation et la traduction vers le français, l'anglais et l'espagnol. Vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le bouton Q et A, mais n'oubliez surtout pas d'indiquer votre nom et votre média lorsque vous poserez vos questions. Nous allons commencer cette séance par le discours d'ouverture du docteur Jarbas Barbosa, qui est le directeur de l'OPS. Et nous passerons par la suite aux questions avec le directeur. Nous avons aujourd'hui le docteur Daniel Salas, le gérant exécutif du programme d'immunisation de l'OPS, et le docteur Margherita, qui est conseillère pour les questions d'immunisation de l'OPS. Je passe la parole à notre directeur. Bonjour à tous. Merci, Luciana. La région des Amériques a toujours été un chef de file mondial en matière de contrôle et d'élimination des maladies. En 1994, nous avons été la première région au monde à éliminer la poliomyélite et en 2016, nous avons atteint le statut de pays exempt de rougeole. En 2017, Haïti a été le dernier pays à signaler un cas de tétanos néonatal. Néanmoins, nos programmes nationaux d'immunisation ont subi de sérieux revers au cours de la dernière décennie. Nous avons assisté à une baisse des taux de couverture vaccinale, à un financement insuffisant de la vaccination et à une réticence croissante à l'égard de la vaccination due en partie à la désinformation. La pandémie de COVID-19 a exacerbé chacune de ces tendances. En conséquence, les Amériques sont confrontées à une crise imminente des services d'immunisation. En 2021, plus de 2,7 millions d'enfants de moins d'1 an, soit 1 sur 5 des enfants de la région, n'ont pas reçu leur dose complète de vaccin, ce qui les rend vulnérables à des maladies telles que la polio, le tétanos, la rougeole et la diphtérie. Alors que nous sortons des effets dévastateurs de la pandémie, le risque d'apparition ou de réapparition d'épidémies dans la région n'a jamais été aussi élevé depuis 30 ans. Les ministères de la Santé de nos pays et territoires travaillent en étroite collaboration avec l'OPS et d'autres partenaires techniques et donateurs pour retrouver les taux de couverture vaccinale qui nous ont protégés par le passé. Un événement particulier aide les pays à maintenir la vaccination à l'ordre du jour politique. La semaine de la vaccination dans les Amériques, dont la 21e édition se tiendra du 27 au 29 avril, parallèlement à la 12e semaine mondiale d'immunisation de l'Organisation mondiale de la santé. Cette année, la semaine de la vaccination dans les Amériques souligne et montre l'importance pour les personnes de tout âge de recevoir toutes les doses de vaccins auxquelles elles ont droit et dont elles ont besoin. Le slogan de cette campagne est un appel à l'action. Rattrapez votre retard, chaque vaccin compte. Ce slogan nous rappelle que tout le monde, partout et à tout âge, peut bénéficier pleinement des vaccins pour une bonne santé et le bien-être. Au cours des 20 dernières années, la semaine de la vaccination dans les Amériques a constitué une stratégie extraordinaire pour compléter les efforts des programmes nationaux de vaccination. Depuis sa création, plus
d'1 milliard de personnes de tout âge ont été vaccinées dans le cadre de la semaine de la vaccination. Rien que l'année dernière, 43 pays et territoires de la région ont participé à la semaine, permettant à plus de 68 millions de personnes de recevoir au moins une dose de vaccin. Cette année, nous prévoyons toucher plus de 92 millions de personnes dans la région. Cette année également, l'Organisation mondiale de la santé célébrera la campagne de Big Catch Up, le grand rattrapage. Il s'agit d'un effort d'1 an visant à remettre les pays à niveau en ce qui concerne les vaccinations essentielles à la suite des défis posés par la pandémie et les remettre sur la bonne voie pour garantir que davantage de personnes soient protégées contre les maladies qui peuvent être prévenues. Maintenant, Et je change je vers passe à l'anglais. l'anglais et nous avons vraiment des programmes d'édition qui sont liés à l'immunisation. Nous avons déjà montré qu'il faut beaucoup de pays qui doivent renforcer leur programme d'immunisation et doivent améliorer les conditions et améliorer la capacité des travailleurs de santé pour vacciner et continuer d'élargir l'accès aux vaccins. Et nous avons aussi des façons de donner accès à des vaccins de qualité et également donner accès aux produits de santé qui seront essentiels à travers ces mécanismes. Les pays participateurs pourront vraiment avoir justement 75% d'amélioration d'un vaccin et vont assurer la durabilité de leur programme de santé essentiel. Finalement, OPAS investit dans la production de vaccins dans notre région. En septembre de 2021, nous avons sélectionné les entreprises, la biotech en Argentine et l'Institut Bionoguirs à Fiocruz du Brésil, comme étant des hubs régionaux pour la production, le développement de vaccins basés sur mRNA, avec l'objectif de faire face au COVID-19 ainsi que d'autres maladies infectieuses. Et à chaque étape, OPAS a travaillé pour moderniser les programmes de nos vaccins de nos pays et accepter des innovations. Et nous devons vous rappeler que nos programmes d'immunisation sont notre première ligne de soins pour faire face aux épidémies. Le chemin de la récupération est long, mais nous pouvons tous faire notre part pour nous protéger ce que nous aimons. Et nous pouvons continuer à recevoir nos vaccins pendant la semaine de vaccins des Amériques. Chaque vaccin compte. Merci beaucoup. Merci, directeur. Nous allons commencer par les questions que nous avons reçues par courriel. Nous passons la parole. Maintenant, nous passons à la première question. Blanca Valadez du groupe Millennium. Nous te passons la parole pour que tu poses ta question en Je pense direct. que Blanca Valadez peut Bonjour. poser sa question. Bonjour. Je voudrais vous Je vous demander entends. quelles sont les maladies évitables par la vaccination qui risquent de réapparaître au Mexique si le programme de vaccination n'est pas bien appliqué. Quelle est l'ampleur de ce recul et si la polio continue à être un sujet de préoccupation? Merci. Merci, Blanca. Merci pour cette question. C'est une question très importante, non seulement pour le Mexique, mais pour tous les pays d'Amérique latine, des Caraïbes et tous les pays des Amériques. Parce que tel que tu le demandes, il y a un risque que nous courons en ce moment que les maladies qui ont déjà été éliminées de la région, telles que la poliomyélite, ou qui ont été éliminées dans tous les pays de la région, puissent
revenir. Il s'agit d'une situation très facile à comprendre parce que ces maladies n'ont pas été complètement éliminées dans le monde. Il y a beaucoup de cas dans les pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et avec tout l'échange des personnes qui a lieu avec les transports, les voyages, etc. Il n'est pas difficile que quelqu'un qui se rend dans un pays où il y a une transmission de cette maladie puisse porter le virus, s'infecter du virus et puis le porter dans son pays. Malheureusement, donc tous les pays, heureusement, ceci ne se propage pas parce que, fort heureusement, les enfants sont vaccinés pour la plupart des pays. La même chose peut se passer pour la poliomyélite qui n'a pas encore été éliminée dans le monde. Il peut y avoir donc des cas de poliomyélite à cause de voyages, par des mutations du virus, c'est-à-dire la seule manière de faire en sorte que non, il n'y ait pas à nouveau de poussée qui puisse même arriver chez les enfants, c'est de garantir que les couvertures vaccinales soient élevées dans tous les pays, dans chacun des pays, dans chaque État, dans chaque quartier et dans chaque ville. Il est important d'avoir non seulement une moyenne élevée de vaccination dans le pays, mais également garantir que toutes les communautés aient accès au vaccin. C'est ce qui fait en sorte que l'on puisse combattre ces virus. Nous passons maintenant à une question des Caraïbes en anglais. Nous avons Germaine Imbel, qui est journaliste et de Saint-Louis, qui nous demande quel est le taux de vaccination générale à Saint-Kitts et Nevis en dehors des vaccins COVID. Est-ce que l'OPS a constaté une baisse pendant la pandémie? Êtes-vous préoccupé par les taux actuels? La seconde question est quel a été le sentiment concernant les vaccinats dans les États-Unis de la région des Caraïbes? Quels ont été les chiffres? Et craignez-vous que la désinformation joue un rôle majeur dans le ralentissement des taux de vaccination à Saint-Kitts et Nevis et dans l'ensemble des Caraïbes? Merci beaucoup de cette question. Alors, les données que nous avons sur Saint-Kitts et Nevis et tous les pays et territoires viennent de 2021. Alors, basé sur ces données, les vaccins que nous sommes en train de suivre pour les programmes d'immunisation montrent une couverture d'environ 99% pour Saint-Kitts et Nevis et également voilà, pour d'autres territoires dans les Caraïbes également, et ce qui est également pour les rubéoles et d'autres vaccins. Mais si on contemple les Caraïbes comme un tout, nous voyons qu'il y a plus de 11 000 enfants dans les Caraïbes, autrement dit, entre 10 qui n'ont pas reçu leur dose de vaccin. Cela a donc un impact sur la pandémie et les taux de couverture du vaccin, laissant beaucoup d'enfants vulnérables. Et c'est dû en partie aux services qui ne sont pas toujours disponibles et également une hésitation, disons, à prendre des vaccins. Et dans toute la situation, laisse les Caraïbes ouvertes justement à d'autres poussées de maladies. Et comme le directeur le disait, avoir toute une économie de tourisme, il y a le risque d'importation de maladies. C'est pour ça que c'est si important d'augmenter le taux de vaccination dans tous les territoires et pays des Caraïbes, pas seulement cette nous courons le risque de nous faire pousser et OPS est en train de collaborer avec les ministères et les pays de tous les pays, non seulement pour augmenter les couvertures, mais également pour donner plus d'informations, disséminer les informations et favoriser la vaccination dans le public en général. Merci beaucoup, Dr. Rizzelli. Nous passons maintenant à une question de Daniel Colline de TN23 du Guatemala qui nous demande, compte tenu de la baisse de la vaccination due à la pandémie, quelles sont les perspectives pour le Guatemala et quelles sont les maladies que l'on craint le plus de voir réapparaître dans le pays alors qu'on pensait qu'elles avaient été éliminées ou contrôlées? Je passe la question au docteur Daniel Salas. Merci beaucoup pour cette question.
Le Guatemala travaille dur pour améliorer sa couverture vaccinale. Ça a été un pays qui lutte pour cela. Nous considérons que, comme d'autres pays, par exemple, la polio, la rougeole, la diphtérie, ne sont pas loin de revenir. Mais c'est pour ça qu'il est important de renforcer le programme de vaccination et faire des analyses stratifiées et pour pouvoir vérifier où se trouvent les zones où il est nécessaire de récupérer plus fortement les couvertures vaccinales. Le Guatemala a travaillé également pour, par exemple, mettre en œuvre la couverture vaccinale et pour soutenir des modules de vaccination au sein des communautés. Et nous travaillons également avec des leaders religieux pour pouvoir renforcer la position et l'importance qu'a le programme de vaccination pour les enfants et pour les adultes, pour qu'ils aient des schémas de vaccination au complet. Merci, Dr Salas. Nous passons à la question de Violeta Villar. Violeta Villar nous dit, nous aimerions connaître qui est de la web de la Salud au Panama, qui nous dit, nous aimerions connaître la position de l'OPS sur la décision de la FDA de recommander la vaccination bivalente uniquement. De même, compte tenu de la recommandation de l'OMS de considérer les enfants comme une faible priorité de vaccination pour le COVID. Merci Violeta pour cette question. Tout d'abord, au sujet de la recommandation des vaccins. Les autorités de réglementation autorisent l'utilisation du vaccin et font des études plus profondes pour l'efficacité, etc. Les États-Unis font la recommandation pour les vaccins où se situe la CBC, qui est le centre de recommandation. Et les États-Unis utilisent pour la vaccination primaire, continuent à utiliser la vaccination monovalente. Donc, chaque pays doit faire ses recommandations en se basant sur les bénéfices de la vaccination, parce que lorsqu'on utilise un vaccin déterminé, il faut voir quelles sont les possibilités qu'a ce pays d'avoir ces vaccins. Les vaccins monovalents ont une haute capacité à protéger contre les cas graves, les hospitalisations et les décès. Par conséquent, la recommandation que l'OMS et l'OPS font, c'est que si nous allons continuer à utiliser les vaccins monovalents qui sont disponibles, les pays qui ont déjà des vaccins bivalents peuvent les utiliser bien évidemment. Et donc, le grand défi ici, ce sont les milliers de personnes, des personnes âgées également, qui ont des comorbidités, des personnes qui ont un système immunologique qui est bas, qui ne se sont pas encore vaccinées, ou alors qui se sont vaccinés qu'une seule fois, c'est-à-dire qui ont appliqué la vaccination primaire. Nous avons des milliers de personnes dans la région qui se trouvent dans cette situation. Et c'est là où se trouve notre défi. La recommandation de l'OMS qui est important, c'est que les risques que présente chaque groupe et chaque groupe puisse présenter des formes, peuvent développer des formes graves de la maladie. Et c'est ces personnes qu'il faut traiter, ou les enfants et les adultes qui ont des comorbidités. Donc, il y a des personnes qui sont âgées. La recommandation de l'OMS, c'est qu'il est clair que les enfants de 6 mois à 17 ans qui n'ont pas de comorbidité doivent se faire vacciner, ce que nous appelons le système primaire de vaccination contre le COVID-19, mais il n'y a pas d'évidence qu'ils aient besoin de ceci. Les enfants à cet âge qui ont une comorbidité ou des problèmes
d'immunité doivent se faire vacciner par la dose de renfort. Ceux qui ne présentent pas doivent laisser la priorité aux personnes âgées ou très âgées. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Nous passons à une question de Nicaragua. Gabriel nous dit comment vous avez évalué la situation de notre pays au Nicaragua. Est-ce qu'il y a plus de vaccins disponibles au Nicaragua? Merci pour cette question. Nous avons reçu des nouvelles du Nicaragua le 16 avril. Donc, le Guatemala, d'après ces nouvelles que nous avons reçues, répondent aux exigences de l'OMS concernant le pourcentage des gens qui doivent être vaccinés. Maintenant, le taux de vaccination contre le COVID a augmenté en 45% et en ce moment, en termes de doses de vaccins contre le COVID qui sont en train d'être livrées au pays à travers le fonds renouvelable de l'OPS, on reçoit 1,5 million de doses de Pfizer que l'Espagne va donner au Nicaragua. Les vaccins seront remis les prochains mois. Merci, Dr. Aguiseli. Nous passons à la question de Ana Lucia de la Prensa Libre Guatemala. La première question se dirige au Dr. Salas sur les vaccins des polio. Ana Lucia dit « Le Guatemala est un des pays avec les niveaux les plus bas de couverture vaccinale contre la poliomyélite. Comment se trouve le pays? Quelle est sa vulnérabilité? Si l'on a par exemple un cas de poliomyélite chez les enfants, comme ceci est déjà passé au Pérou, vu la quantité élevée de population rurale, et quel est le soutien que reçoit notre pays de la part de l'OPS pour augmenter cette couverture de vaccination? Docteur Salas, merci pour cette question. Le Guatemala, est un des pays de haut risque qui peut présenter un cas de poliomyélite ou une poussée de poliomyélite. C'est pour ça qu'il est très important d'insister sur la campagne de vaccination en allant chercher les enfants qui ne se sont pas fait vacciner. La campagne de vaccination doit avoir la capacité de détecter et de chercher les enfants qui ne se sont pas vaccinés. Et comme nous l'avons dit avant, il est très important que le schéma de vaccination puisse atteindre les enfants qui en ont besoin. Et pour cela, le pays, le Guatemala, avec l'OPS, travaille sur un plan pour pouvoir se vacciner à la polio. Nous avons des leaders communautaires et municipaux qui se joignent à nous pour ceci. Si nous voulons retirer le Guatemala et d'autres pays de cette situation, il faut que nous puissions mobiliser tous les acteurs sociaux qui puissent nous aider à récupérer les niveaux de vaccination. Et les leaders religieux peuvent nous aider et d'autres organisations gouvernementales. Il faut que nous nous unions tous pour que le Guatemala sorte de cette situation et les autres pays de la région également. Docteur Salah, nous passons à une autre question de Ana Lucia sur la vaccination contre le COVID-19 chez la population des enfants. Elle nous dit la vaccination contre le COVID-19 sur la population des enfants a stoppé au Guatemala. D'après les données officielles, quelle est la recommandation de l'OPS face à cette couverture si basse? Est-ce que le pays doit continuer à développer ses efforts pour vacciner les enfants contre le COVID-19? Merci beaucoup et merci pour l'occasion que vous me donnez de répondre à cette question. Depuis le mois de mars de cette année,
le groupe technique conseiller de l'OPS a recommandé de nouvelles recommandations contre le COVID-19 chez les enfants. Et dans cette dernière révision sur la recommandation qui se base sur la révision des données des études du monde entier, l'OMS et la CED recommandent que les enfants et les adolescents, c'est-à-dire entre les 6 mois d'âge et les 17 ans qui ont des comorbidités et qui doivent recevoir non seulement la dose primaire, mais également une dose de renfort après l'application de la première dose. En ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans qui n'ont pas de comorbidité, qui sont en bonne santé, la recommandation de l'OMS est que ne soient appliquées que 2 doses de vaccin sans aucune dose de renfort. Bien évidemment, chaque pays prendra sa décision d'après sa situation épidémiologique et ses conditions socio-économiques. Mais voici donc les recommandations du TEC. Il faut dire que le taux de mortalité des enfants a été assez bête. La plupart des cas des décès chez les adolescents et les enfants ont toujours été des enfants portant des comorbidités. Donc, concernant les doses primaires et les doses de renfort sur ces populations de comorbidité, nous concentrons nos efforts à vacciner les personnes qui ont le plus besoin d'être protégées. Il ne s'agit pas seulement des enfants portant des comorbidités, mais ceci s'étend à toutes les personnes qui ont des risques élevés d'infection, de maladies graves et de décès, par exemple les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant des comorbidités ou qui sont immunodéprimées et bien évidemment les travailleurs de la santé, le personnel soignant qui continue à s'exposer à la possibilité de s'infecter avec le virus. Nous passons à une question du Mexique qui le reporter en anglais. Ah non, le Mexique nous dit les vaccins sont importants pour les enfants. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que le Mexique et le Brésil, on voit qu'il y a un taux élevé d'enfants qui ne se sont pas vaccinés, qui ont reçu 0 dose. Donc, merci beaucoup pour cette question. Ce n'est pas un problème de vaccination au Mexique. Le Brésil, qui a une grande population, le nombre d'enfants qui ont reçu 0 dose de vaccin qui nous soucie énormément. Mais dans tous les pays, non seulement au Brésil, au Mexique, il faut voir où se trouvent ces enfants et pourquoi ces enfants n'ont pas été vaccinés. Il est très important de faire une analyse de chaque pays, de chaque État et de chaque ville, parce que fréquemment, les barrières sont différentes. Par exemple, si les centres de vaccination ne sont pas ouverts les week-ends ou s'il y a une seule personne qui travaille, cette femme qui travaille pendant la semaine et qui se trouve en zone rurale, c'est-à-dire et n'aura pas le temps de vacciner son enfant, cette femme qui travaille toute la journée, qui travaille 12, 13, 14 heures par jour. Et donc, si les centres de santé ne sont pas ouverts, les dispensaires médicaux ne sont pas ouverts pour que les enfants puissent recevoir le vaccin la nuit ou les week-ends, il sera très difficile à ces femmes de vacciner ces enfants. Donc, il faut essayer de détecter ces choses-là. Si nous ne sommes pas en train d'impliquer tout le personnel de santé de toutes les spécialités, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, il faut que ils reçoivent également une formation pour qu'ils puissent répondre à des questions et expliquer pourquoi il est important de vacciner ces enfants. Nous, de l'OPS,
nous avons publié une résolution importante. Nous allons soutenir les pays dans ce processus de renforcement et de modernisation des processus d'immunisation. Et nous allons donc appliquer cette initiative de Banking Chap qui est la grande réponse qui sera pendant un an pour travailler avec le Mexique, le Brésil, pour pouvoir identifier les communautés, les quartiers, les familles où il y a des enfants qui ne se sont pas vaccinés et vérifier les stratégies pour qu'à la fin de cette année qui commence maintenant, que tous les enfants puissent avoir été vaccinés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Une question des Caraïbes. Steven, nous voyons ici que nous voyons de plus en plus de personnes qui n'ont pas été vaccinées ou qui ne veulent pas recevoir de vaccin ou ne pas vacciner leurs enfants. Nous avons été incapables d'identifier pourquoi et que fait OPS pour remédier à ce problème. Merci beaucoup pour cette question. OPS et beaucoup d'autres collègues à UNICEF ont fait beaucoup d'enquêtes et d'utiliser vraiment des outils de collecte de données pour voir quels sont les soucis concernant la vaccination contre le COVID-19, non seulement entre les enfants, le personnel soignant et les adultes. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a beaucoup de questions ou de doutes par rapport à la sécurité des vaccins. Beaucoup ont dit que personnes ont dit qu'ils ont été développés trop rapidement pour assurer la sécurité des vaccins et ainsi que leur efficacité. Les personnes qui ont reçu des vaccins peuvent encore s'infecter, quoique l'infection soit sans symptômes ou très légère. Beaucoup d'utilisation des vaccins a été réduite une fois que la couverture de vaccins est augmentée. Ce que OPS a fait, c'est travailler avec les différents États des Caraïbes pour renforcer leur programme de vaccination et combler les lacunes, ainsi que établir des recherches pour renforcer les études d'immunisation et augmenter les instruments de communication pour le public en général, les preneurs de décision et le personnel soignant. Plus spécifiquement, dans les Caraïbes, nous sommes en train de voir la communication et la formation dans la société civile pour voir que la vaccination fait partie intégrale des écoles, des facultés de médecine, le personnel soignant, les aides-soignants, pour qu'ils puissent défendre la vaccination et le renfort des vaccins. Merci beaucoup, Dr. Giseli. Nous prenons une question de Mathias Levy de Medscape en Argentine. Mathias demande, est-ce que l'on peut faire un bilan de l'impact de COVID-19 en termes de l'acceptation et de la confiance des gens dans les vaccins par rapport au programme d'immunisation? Docteur Barbosa, merci beaucoup pour ta question, Mathias. Nous savons quel a été l'impact de la pandémie pour empêcher que les enfants continuent à s'infecter. Donc, dans beaucoup de pays, les problèmes de santé ont dû être dirigés vers les soins intensifs ou les hôpitaux, etc., parce que les personnes ne se sentaient pas sûres d'elles-mêmes pour se faire vacciner. Donc, l'impact négatif de la pandémie a été très positif et important pour la vaccination. Tu demandes si toutes les informations, les fausses informations, les fake news, les rumeurs qui ont été une caractéristique de non seulement ici en Amérique, mais quel est l'impact que ceci peut avoir dans la vaccination de routine? Nous n'avons pas encore de données à ce sujet, mais nous avons un souci à ce sujet parce qu'il est vrai que ces rumeurs continuent, les fausses informations continuent et c'est pour cela qu'il est très important que les ministères de la santé des pays
puisse développer des informations au sujet de la vaccination, de la sûreté, de la sécurité et des vaccins avant d'utiliser et puis faire le suivi des efforts qui ont été réalisés pour que les personnes se fassent vacciner. Il me semble également qu'il est important de revoir tout ceci pour pouvoir impliquer les personnels de la santé. D'après les données que nous avons, c'est que les personnels soignants sont les personnes les plus fiables pour prendre la décision concernant de se faire vacciner ou de vacciner leurs enfants, etc. Donc, toutes les informations, avoir des stratégies qui impliquent le personnel soignant est très important, mais impliquer les leaders, la société civile, les leaders religieux, etc. Tout ceci est très important. Notre objectif est que non seulement euh, les personnels de la santé, ceux qui travaillent avec les vaccins, mais que toute la société puisse participer activement pour pouvoir protéger les enfants des Amériques. Merci, merci, Monsieur le Directeur. Une question de Tomer Uvix du journal et l'Observatoire en Uruguay sur le profil des enfants qui sont en retard concernant leur vaccination. Quels sont les profils qui ont les profils des enfants qui ont du retard concernant leur programme de vaccination. Oui, merci pour cette question. Nous n'avons pas d'informations détaillées au sujet des enfants qui sont sous-vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés. Nous savons qu'en termes généraux, dans les zones rurales ou chez les populations défavorisées, nous n'avons pas encore d'informations au sujet des quartiers. Par conséquent, l'OPS est en train de mettre en œuvre plusieurs de projets au sein de plusieurs pays d'Amérique latine et s'informe au sujet auprès d'autres pays qui l'ont fait pour pouvoir déterminer où vivent ces enfants et où vivent ces enfants qui ne sont pas encore fait vacciner. Par conséquent, nous sommes en train d'analyser des modèles et des expériences d'autres pays de notre région pour pouvoir identifier d'après le quartier où se trouvent les enfants qui ne sont pas vaccinés et comment nous pouvons reaxer nos efforts pour pouvoir les récupérer. Merci beaucoup, docteur. Docteur Barbosa, est-ce que vous souhaitez compléter ces informations? Oui, pour compléter l'information que le docteur Giseli a dit, je voudrais dire qu'il est très important que chaque pays puisse identifier quels sont les groupes et quelles sont les raisons. Par exemple, au Brésil, récemment, on a réalisé une enquête qui puisse identifier 5 groupes distribués à différents niveaux socio-économiques. Et les problèmes principaux se trouvaient chez les plus pauvres, bien évidemment, des banlieues, les plus pauvres, des quartiers où il y avait des problèmes de violence et des barrières économiques également, mais on a vu qu'il y avait un pourcentage élevé chez les plus riches et ceci est lié certainement aux fake news, aux fausses nouvelles qui ont été diffusées pendant la pandémie ou alors qui se basent sur des informations qui n'ont aucune évidence que les mauvais personnels de la santé fournissent à ces familles qui disent ton fils n'a pas besoin de se vacciner parce qu'il a une bonne alimentation, il vit dans un quartier riche, vous avez de l'eau courante, de assainissement, etc. Non, ces enfants doivent se vacciner également.
Cet enfant, même s'il ne développe pas une forme grave de la maladie, il peut transmettre cette maladie à d'autres et ces autres peuvent même développer une forme grave ou même décéder. Donc, l'engagement de la collectivité, de la communauté, de la société est énorme. Il faut vacciner tous les enfants, les protéger et protéger chacun de ces enfants, c'est protéger tous ceux qui se trouvent au sein de cette communauté. Nous passons à la dernière question, une question de Tyler Simonet. Et j'espère que va justement le Eyewitness News qui nous demande les taux de vaccins. Notre commencement de routine sont en train de chuter aux Bahamas. Alors, comment est-ce que le gouvernement doit travailler sur cela, justement pour améliorer la situation? Dr. Wiesel, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette question. Comme dans le reste des Caraïbes, dans la plupart des pays, dans les Amériques, la couverture vaccinale a chuté aux Bahamas pendant la pandémie et l'OPS continue de travailler avec les partenaires, non seulement pour renforcer la vaccination de routine dans les Amériques, mais justement pour remplir ces lacunes dans la couverture immunitaire par rapport au taux de vaccin à partir du 6 avril de cette semaine, il y a quelques semaines. Donc, la couverture des Bahamas a été 1,7%, ce qui est contre alors justement le niveau proposé été proposé comme 70% comme seuil minimal pour la population, pour la protection de la population. Les Bahamas ont encore beaucoup de travail à faire, comme beaucoup de pays des Caraïbes, mais encore une fois, en se centrant sur la population à haute priorité, encore une fois, les femmes enceintes, les adultes plus vieux, les enfants avec communauté et les personnes qui sont immunocompromises et les travailleurs de santé. Par rapport au taux d'immunisation, les Bahamas ont montré une couverture qui sont près du seuil de 95% pour la plupart des autres vaccins, mais cependant, nous voyons qu'il y a eu également une diminution de 14%, ce qui veut dire que les enfants qui vont dans les cliniques pour recevoir leur vaccin à demande ne sont pas revenus pour recevoir le renfort. Et ce qui, évidemment, est une source de soucis pour les ministères de santé ainsi qu'OPS pour s'assurer que les parents et les enfants reviennent pour recevoir leur vaccin complet et qu'ils sont tout à fait immunisés contre toutes les maladies. Merci. Merci, Dr. Aguiseli. Nous avons une question intéressante sur les cas de Dank Marc Barone du Forum DCN du Brésil. La question en anglais. Est-ce que le nouveau vaccin contre le dengue doit être priorisé dans l'Amérique et au Brésil? Merci beaucoup pour cette question parce que la fièvre du dengue est un problème extrêmement important au Brésil et en Amérique latine et nous avons déjà toute une poussée de fièvre de dengue dans les pays en ce moment en Amérique latine et au Brésil. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir l'introduction de ce vaccin au niveau national. D'abord, le vaccin doit être approuvé par les agences de réglementation. Et d'abord, c'est un vaccin produit par un producteur japonais, Takeda, qui a été développé très récemment. Il y a un produit de données extrêmement important et très intéressant, montrant une efficacité de chute de 61% dans des maladies de dengue qui a protégé la population. Chaque pays, évidemment, c'est par rapport aux autorités de réglementation. Au Brésil, c'est Anvisa qui a récemment eu accès aux données données par Takeda, ont autorisé l'utilisation du vaccin, ainsi que la région européenne également, qui a sa propre agence réglementaire, ainsi que l'Indonésie. Mais nous savons que de ceux-ci ont approuvé le vaccin. Aux États-Unis, ils ont encore révisé le processus. Après que cela sera autorisé,
il faut également que le vaccin soit recommandé. Autrement dit, OPS, les pays, l'Organisation mondiale de la santé doivent reviser les données qui sont fournies et voir quelles sont les stratégies pour appliquer le vaccin dans ces groupes. Nous sommes en train de discuter justement quelle doit être la stratégie et nous avons donc des experts en immunisation de l'Organisation mondiale de santé qui vont faire leurs recommandations qui est OPS, qui vont discuter cela plus tard dans cette année au second semestre. Nous avons déjà commencé les négociations avec les producteurs de ce vaccin et quand ce vaccin sera approuvé, le producteur recevra la préqualification de OMS qui veut justement obtenir le vaccin à prix accessible pour les appliquer dans les pays comme l'Indonésie qui veulent les utiliser. Et c'est très important parce qu'il y a des pays avec des populations très grandes comme le Brésil, le Mexique, la Colombie, l'Argentine qui peuvent se réunir pour acheter ces vaccins à travers OPS qui aura donc un pouvoir de négociation très important pour que le vaccin ait un prix plus accessible. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Nous Chers parvenons à la collègues, nous fin de arrivons à la fin de notre session. séance. Nous avons répondu à la plupart de vos questions. Et certaines sont très spécifiques, mais nous allons partager avec vous des liens qui contiennent plus d'informations. Mais avant de vous quitter, j'ai une question à vous poser. Docteur Barbosa, vous avez parlé de la plateforme régionale de la vaccination. Peut-être vous pouvez nous mettre à jour à ce sujet. Je crois que c'est une initiative très importante. Les États membres ont approuvé une résolution très importante qui concerne que l'on peut réduire la vulnérabilité de l'Amérique latine et des Caraïbes. L'Amérique latine et les Caraïbes importent 10 fois plus de produits qu'ils n'exportent. Et c'est pour cela qu'ils ont eu beaucoup de difficultés pour obtenir des intrants, enfin pas des intrants, mais des produits pour le personnel soignant, etc. Et c'est pour cela que l'on a créé cette plateforme. Cette plateforme a commencé, la première initiative a été en Argentine, l'autre au Brésil. C'est un consortium de technologie du Brésil. C'est un développement que le Brésil est en train de faire au sujet d'un vaccin qui contient la même technologie que ARN messager. Cette plateforme est importante parce qu'avoir la capacité de produire des vaccins dans la région ARN messager est très important parce qu'il s'agit d'un vaccin qui pourra être utilisé à l'avenir pour un autre coronavirus parce que les coronavirus sont toujours des candidats propices à provoquer des crises sanitaires. En 2013, c'était provoqué par le coronavirus. En 2013 également. Et là, nous avons eu un troisième coronavirus, SARS-CoV-2, c'est-à-dire que les coronavirus provoquent toujours des émergences, des urgences sanitaires internationales. Et cette plateforme va garantir que nous ayons dans notre région la capacité de produire des vaccins contre le coronavirus ou même contre un virus d'influenza qui soit pandémique ou contre des maladies importantes de la région, comme par exemple chikungunya ou par exemple la dengue. Nous sommes en train de voir la propriété intellectuelle, la formation technique, etc. Et le hub de production concernant ce vaccin. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises pour pouvoir obtenir cette technologie dans notre région. Il y a d'autres initiatives également qui vont
se trouver dans cette plateforme régionale, comme par exemple certifier la qualité des produits qui ont été produits dans la région, c'est-à-dire, il me semble qu'il s'agit d'une initiative de moyen et long terme, mais qui va réduire la vulnérabilité fortement. Nous parlons de la production de vaccins ARN messagers entre l'Argentine et le Brésil. Mais ces vaccins produits ne vont pas seulement bénéficier l'Argentine et le Brésil, mais vont rendre service à tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à travers notre fonds renouvelable pour les vaccins. C'est-à-dire que, outre de renforcer cette capacité de produire, le développement scientifique, technologique, etc., il s'agit également d'une initiative importante pour renforcer le panaméricanisme et la solidarité qu'il nous faut avoir dans notre région. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour votre mise à jour. Nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui. Nous partageons avec vous plusieurs liens et plusieurs informations qui peuvent contenir des informations et qui peuvent répondre à vos doutes et vos questions. Vous pouvez envoyer également vos questions, vous pouvez me les envoyer directement à moi, à nos collègues, à travers le courriel mediateam@pahoteam.gov et également sur notre site web. Vous trouverez du matériel au sujet des campagnes pour la vaccination et d'autres aussi. Nous allons partager également avec vous les détails de notre prochaine conférence de presse de l'OPS et vous en serez avertis. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Merci aux autres docteurs. Merci beaucoup au docteur Giseli et au docteur Sala. Et je vous salue à tous et je vous souhaite une bonne semaine.